honoré. Je trouve que, en dépit du 11 novembre, de ce pont, l'assistance est quand même nombreuse. Et c'est très impressionnant pour moi. Merci d'avoir évoqué, pour commencer, ce contexte un peu polémique de guerre. Vous avez utilisé guerre entre deux cultures, la culture de la vie, la culture de la mort. Et c'est vrai que c'était la terminologie qui a été utilisée beaucoup par le pape Jean-Paul II, qui, dans l'Évangile de la vie, l'encyclique de l'Évangile Vitae, a utilisé une terminologie assez militante, voire militaire, pour qualifier l'affrontement entre les forces du bien et du mal autour de la question du respect de la vie. Et puis, ces termes de guerre évoquent pour moi, et c'est comme ça que j'aurais commencé, une expérience tout à fait récente que j'ai faite le 4 octobre dernier, puisque j'ai été invité à Rome par le Conseil pontifical Justice et Paix. Vous savez, c'est un des grands conseils pontificaux, ils font des congrès, etc. Et Justice et Paix parle de la justice et de la paix, évidemment. Et il se trouve que le 4 octobre 2013, ils évoquaient le 50e anniversaire d'une encyclique, dont vous seriez bien incapable de retrouver le nom, qui était Pace Litteris. Alors, Pace Litteris, ça date de 1963, c'est dire si ça vous concerne peu, mais il se trouve que 1963, c'était Pace Litteris, c'était Jean 23, et c'était une encyclique importante. Pourquoi était-ce une encyclique importante? Parce que, pour Pace Litteris, pour Justice et Paix, parce qu'on évoquait la question de la paix et de la guerre, et qu'en 1963, les menaces contre la paix et la justice, c'était quoi? C'était l'affrontement entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre l'Union soviétique avec ses chars et ses divisions, et puis le bloc de l'Ouest avec l'Amérique. Et vous savez, c'était la crise de Cuba, il y avait une menace quand même, nous on s'en souvient à peine, mais en tout cas nos parents s'en souviennent, il y avait une menace réelle de guerre nucléaire. Donc cette encyclique Pace Litteris, paix sur la terre, évoquait les menaces de l'époque. Bon. Moi je me disais, mais qu'est-ce que je viens faire pour cette affaire? Parce que les questions de la vie, du respect de la vie, ça n'a rien à voir avec la guerre nucléaire. Et puis donc je venais là pour dire quelque chose. J'étais invité en tant que président de la Fondation Jérôme Jeune pour dire quelque chose à l'occasion de ce colloque fêtant le 50e anniversaire de Pace Litteris. Et je me suis reporté au dernier message adressé par le pape Benoît XVI au 1er janvier. Vous savez que le 1er janvier est toujours l'occasion pour le pape d'adresser un message pour la paix. Et le pape Benoît XVI, à l'occasion de son dernier message, 1er janvier 2013, a évoqué cet anniversaire de Pace Litteris. Et elle dit, cette année, on fêtera le 50e anniversaire de l'encyclique Pace Litteris. Et tout de suite, dans son texte, il a recentré le débat sur les menaces contre la paix actuelles. Et la première des menaces actuelles contre la paix et contre la justice qu'il a stigmatisée dans son texte, ce sont les atteintes à la vie. Et à la vie en particulier au moment les plus fragiles de l'existence humaine, qui sont le tout début de la vie humaine, et puis bien sûr aussi la fin de la vie. Donc c'est très intéressant de voir qu'à 50 ans de distance, les principales menaces contre la vie ont bougé, le curseur a bougé. C'est plus tellement la menace, enfin vous le savez, puisque vous avez fait l'histoire, c'est plus tellement la menace des deux grands blocs soviétiques et américains qui menaçaient de s'envoyer des bombes nucléaires. La principale menace contre la paix aujourd'hui, ce sont les menaces contre la vie. Et le pape Benoît XVI rejoignait là complètement les analyses qui avaient été faites par son prédécesseur, Jean-Paul II, qui disait que la première menace contre la paix, les premières menaces contre la paix et la justice, ce sont les menaces contre la vie. Et il reprenait là en cela une belle citation de Mère Teresa, que vous devez connaître aussi, qui disait que la première menace contre la paix, c'est l'avortement, puisque si une maman est capable de tuer l'enfant qu'elle porte dans son ventre, son propre enfant, comment voulez-vous que des ennemis ne se combattent pas et ne s'entretuent pas, bien sûr. Voilà. Je vous fais cette introduction pour vous montrer que c'est un petit peu de ça dont je voudrais parler. Quelles sont aujourd'hui, à la fin de cette année 2013, ces menaces nouvelles contre la paix, qui sont essentiellement des menaces contre la vie, elles sont le fruit de la disparition récente et tragique de ce qui justifiait le respect dû à l'être humain, qu'on a peut-être appelé les valeurs de l'humanisme. Pour aller vite, pour faire vite. Les valeurs de l'humanisme.
ces valeurs au nom desquelles on respecte la personne humaine, on respecte l'être humain. Ces valeurs au nom desquelles on dit mais l'être humain est finalement ce qu'il y a de mieux dans la création, alors on le respecte, on n'y touche pas, on ne le détruit pas, on ne porte pas atteinte à sa vie, on ne le blesse pas. Ces valeurs de l'humanisme qu'on rattache volontiers aux Lumières, n'est-ce pas, l'humanisme des Lumières. Alors, je veux bien qu'on rattache l'humanisme et les valeurs de l'humanisme aux Lumières, bien sûr, mais il faut on ne va pas rentrer dans un détail trop compliqué, mais vous savez très bien que les philosophies des Lumières ont voulu rompre aussi avec les valeurs du christianisme, mais que même en ayant voulu rompre avec les valeurs chrétiennes, les valeurs de l'humanisme portées par les Lumières étaient quand même très largement imbibées encore de valeurs chrétiennes. Et ces valeurs chrétiennes, elles ont accompagné plus ou moins les valeurs de l'humanisme encore pendant 2 siècles, jusqu'au début du XXe siècle, on peut dire. Voilà. Donc cet humanisme-là, qui était encore véhiculé, bien que prenant bien soin d'écarter, de mettre au large un petit peu l'Église et le christianisme, elles étaient encore porteurs d'un humanisme sur lequel nous étions plus ou moins tous d'accord. Mais les valeurs de cet humanisme des Lumières, oui, c'est un petit peu comme la Lune par rapport au Soleil. La Lune, elle est claire, la pleine Lune, elle est claire, on peut presque lire la nuit à la pleine Lune, mais la Lune, elle est claire quand il y a le Soleil. Et quand il n'y a plus de Soleil, la Lune n'éclaire plus. Donc les valeurs de l'humanisme sont un peu que le reflet d'un astre qui s'était éloigné, enfin, ou en tout cas c'était la Lune qui s'était éloignée de l'astre du Soleil. Et les valeurs de l'humanisme, c'est un peu la Lune humaniste qui s'éloigne du Soleil divin. Enfin, c'est le Soleil divin qui prend du champ et finalement la Lune n'éclaire plus grand-chose. Les valeurs de l'humanisme, elles en sont là aujourd'hui. Elles n'éclairent plus parce qu'elles ne sont plus irriguées par encore les valeurs chrétiennes. Ça, c'est très important de comprendre ça parce que aujourd'hui, et votre génération est particulièrement, nous la nôtre ne l'était pas, celle du Père de Raymond probablement pas non plus, mais je pense que votre génération est complètement là, en décalage par rapport aux nôtres, bien que je ne sois pas de la même génération que le Père de Raymond, qui est beaucoup plus jeune que moi. Mais il n'y a aujourd'hui plus de raison particulière, plus de raison, et vous l'avez peut-être entendu dans les différents cours auxquels vous avez assisté, dans vos bahuts respectifs, ou dans vos conversations, ou dans vos lectures, il n'y a plus de raison aujourd'hui de privilégier particulièrement le respect de l'être humain. Pourquoi particulièrement défendre l'être humain? Je vous donne quelques exemples rapides. L'être humain aujourd'hui est largement considéré comme un parasite, comme un prédateur. Il pollue. Cette croissance qu'on a infligée au monde entraîne la pollution de l'environnement. C'est le plus grand des prédateurs, finalement. L'homme, finalement, n'est plus le bienvenu sur cette terre. Et donc, l'homme n'est plus légitime. Et en fait, il n'y a plus tellement de raisons de le protéger. Autrement dit, s'il est petit, s'il est faible, s'il est malade, s'il est handicapé, s'il souffre, ou s'il nous fait souffrir, ou s'il coûte cher, au fond, si on fait ça proprement, il n'y a aucune raison de ne pas mettre à l'écart de la vie, à l'écart de la société, ceux qui lui causent un trouble, ou qui la perturbent, ou la rendent malheureuse. Et donc, cette espèce d'évolution, elle est très importante à considérer, parce qu'elle explique les 3 exemples que je voudrais vous donner maintenant, pour illustrer ce que je viens de dire. Et on arrive finalement à des valeurs de l'humanisme qui ont disparu et qui se retournent même contre l'être humain. C'est-à-dire que non seulement les valeurs dont nous vivons aujourd'hui dans la société ne protègent plus particulièrement l'être humain, mais encore, il y a aujourd'hui des normes qui sont prises aujourd'hui sur lesquelles nous nous mettons d'accord collectivement dans des textes de loi et qui sont directement des atteintes, des agressions contre la vie humaine qui deviennent des normes. C'est-à-dire que le fait de porter atteinte à la vie humaine devient un bien. Autrement dit, ce qui était considéré comme un crime pendant des centaines, voire des milliers d'années, devient aujourd'hui quelque chose de bien, qui est recommandable, et qui devient même quelquefois un principe dans la loi. Je vous donne 3 exemples. Le premier exemple, dont vous n'avez probablement pas entendu parler, qui a occupé une partie, pour la fondation en tout cas de l'année 2013, c'était le texte de loi qui a pour objet d'utiliser l'embryon humain dans le cadre de la recherche scientifique, qui veut autoriser par principe la recherche sur l'embryon humain, qui détruit l'embryon humain en médecine ou en sciences. Je vous la fais rapide parce que c'est très long, mais vous savez qu'il y a beaucoup
de fécondation in vitro, beaucoup de pancréation médicalement assistée, beaucoup d'embryons qui sont conservés au froid. Donc il y en a 150, 200, 250 000, on ne sait pas très bien, en tout cas c'est énorme. Et un certain nombre de techniciens ou de scientifiques disent écoutez, ces embryons de toute façon ils ne seront jamais utilisés, donc donnez-les-nous à nos scientifiques et on va s'en servir parce que ces embryons, ils sont composés de cellules souches, donc de cellules qui sont capables encore de tout faire, encore indifférenciées, encore totipotentes, et on pourra avec ça faire des médicaments, guérir, etc. Bon. Dans les lois bioéthiques précédentes, il y avait eu une dérogation qui avait été apportée à la règle de principe qui est on n'a pas le droit de disposer de l'embryon humain parce que c'est un être humain. On ne touche pas à l'embryon humain. Donc la règle, en France, jusqu'au mois de juillet dernier, c'était la recherche sur l'embryon humain qui détruit l'embryon humain est interdite. Il n'y a rien d'extraordinaire, ça fait 2000 ans que c'est comme ça. Hein. Donc on n'a pas le droit de toucher à l'embryon humain parce que ce n'est pas un objet de laboratoire. Voilà. Et si on veut faire des expérimentations, on les fait sur l'animal parce que l'animal, en dignité, est moins important que l'être humain. Mais je dis tout ça, ça change. Et alors, il y avait dans les dernières lois bioéthiques une dérogation malheureuse qui était de dire bon, dans certains cas, si on ne peut pas faire autrement, acceptons que des embryons qui seraient voués à la mort et dont les parents ne voudraient plus pourraient faire l'objet d'une recherche scientifique ou médicale. C'était déjà très imprudent de la part du gouvernement précédent en 2011 d'accepter ça. Bon. Mais c'était une dérogation par rapport à un principe qui restait clair. Bon, je ne suis pas d'accord avec ça, mais on comprenait la logique. Ce que les socialistes ont voulu faire en arrivant, c'est de dire, bah, c'est quoi ça, une dérogation pour faire de la recherche sur l'embryon? Non, ouvrons les portes aux scientifiques, à la technique, à la technoscience, et donnons les embryons disponibles à la science pour qu'elle puisse en faire l'usage qui lui conviendra. Donc vous voyez que ce qui était devenu une dérogation, ce qui était une exception à un principe, le principe du respect de la vie, devient lui-même le principe. Donc autrement dit, une transgression, une atteinte à la vie de l'être humain en phase embryonnaire devient finalement une liberté, un principe, un droit. Ce qui est exceptionnel devient la norme. Donc c'est une inversion des priorités dans la loi. C'est normatif. C'est fort comme... Pour les embryons humains, ça n'a pas changé grand-chose. Mais sur le plan du principe, c'est très important. Et ça veut dire en particulier qu'on ne peut plus défendre l'embryon. Parce que tant que l'embryon pouvait faire l'objet d'une recherche par dérogation, les chercheurs devaient dire « je voudrais faire une recherche sur l'embryon à titre dérogatoire, est-ce que vous pouvez me l'autoriser ?» Et ils devaient justifier, en faisant un dossier, en disant « voilà pour telle et telle raison, pourquoi je demande de faire une recherche sur l'embryon. » Donc la charge de la preuve portait sur les épaules des chercheurs. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ils n'ont plus besoin de dire quoi que ce soit. Ils ont, par principe, la possibilité librement de faire des expérimentations sur l'être humain vivant en détruisant l'embryon humain et pour faire prétendument de la recherche et trouver des molécules, etc. Bon. Peu importe d'ailleurs la finalité. On n'a pas le droit, on ne peut pas, normalement, détruire un embryon humain, même si on prétend qu'on va guérir la Terre entière après-demain, ce qui d'ailleurs est faux. Voilà. Donc vous voyez, cet exemple que je vous donne, je résume, je m'efforce d'être très clair sur un sujet compliqué, mais pour vous montrer que ce qui était interdit par le passé devient non seulement autorisé, mais même un principe, la liberté d'accès. Donc c'est ce que j'appelle une réforme libérale, libertaire. C'est libéral, chacun fait ce qu'il veut, et puis c'est un libertarisme, une sorte d'anarchie morale qui fait qu'on peut même toucher à la vie humaine dans ses premiers instants pour satisfaire je ne sais quelle ambition intellectuelle ou lucrative. En réalité, il y a aussi des intérêts lucratifs, puisque les laboratoires ils sont bien contents de pouvoir expérimenter sur des embryons, parce qu'ils ne peuvent plus le faire sur des animaux, vous comprenez? Ça coûte tellement cher de le faire sur des animaux que l'embryon ne coûte rien, et puis il n'y a pas de ligne de protection de l'être humain. Il y a des lignes de protection des souris ou des lapins, mais pas de ligne de protection de l'être humain. Donc vous voyez, c'est quand même un changement de culture. Deuxième exemple que je voudrais vous donner, qui touche particulièrement le cœur de l'activité de la Fondation Jour de Jeunes, qui est une fondation scientifique et médicale, qui est une énorme grande consultation de personnes handicapées mentales, avec un retard mental d'origine génétique, donc on a beaucoup de personnes touchées par la trisomie 21 en particulier. Donc nous, c'est un sujet sur lequel on est très investi. On a une consultation pluridisciplinaire, on fait de la recherche au profit de ces personnes-là, donc c'est vraiment le cœur de notre activité. Et il y a une grande tension, bien sûr, dans le monde actuel entre à la fois tout ce qui est diagnostic, sur lequel la technique a fait beaucoup de progrès, donc on fait des diagnostics de plus en plus précis, de plus en plus rapides, de plus en plus exhaustifs, on trouve de plus en plus de choses avec des microdélétions. Avant, on voyait il y avait un chromosome en plus ou en moins, maintenant on voit au
au sein de chaque chromosome, sur chaque gène, des micro-délétions qu'on ne voyait pas auparavant. Donc on arrive à faire des diagnostics extraordinaires de quantité de pathologies. Bon. Très bien, moi j'ai rien contre le diagnostic, c'est une partie de l'art médical. Il faut bien commencer par faire un diagnostic avant de traiter les gens. Le problème, c'est que l'autre roue du vélo, le vélo, la médecine, c'est deux choses. C'est diagnostic, première roue, et thérapeutique, deuxième roue du vélo. S'il n'y a pas les deux roues du vélo, le vélo ne marche pas. Bon, c'est très gentil d'annoncer aux gens ce qu'ils ont comme maladie, mais si on ne peut pas les guérir, c'est très ennuyeux. Et la deuxième roue du vélo, la roue de la thérapeutique, elle est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre en réalité, parce que c'est beaucoup plus compliqué de trouver un remède pour guérir une pathologie. Donc c'est normal, c'est très long, c'est beaucoup plus compliqué techniquement, intellectuellement, et beaucoup plus lourd financièrement. Et alors il y a une compétition depuis très longtemps maintenant entre la technique qui dépiste, et puis la thérapeutique qui ne marque le pas et qui n'avance pas, qui n'arrive pas à guérir. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les marchands de tests de diagnostic, évidemment, sont ravis, parce qu'ils peuvent annoncer qu'en faisant la cartographie du génome de tel ou tel d'entre vous, eh bien, vous avez tel ou tel gène qui entraînera telle ou telle maladie, vous avez des gènes de prédisposition, et tout ça, ça peut se faire à la vitesse de la lumière, avec des puces électroniques, et on peut, effectivement, complètement décrypter le génome d'un embryon, même à quelques jours, et puis on peut lui prédire pratiquement les pathologies qu'il possède déjà, qu'il va développer à coup sûr, et puis celles qui sont simplement une prédisposition à. Vous pensez bien que ceux qui veulent marchander ça, c'est extrêmement facile. C'est le salaire de la peur. C'est faire peur, évidemment, aux parents, à la famille, en disant, attendez, et il est embryonnaire, là, mais à 50 ans, il aura la Corée de Huntington. À 60 ans, il aura la maladie d'Alzheimer. À 70, il aura Parkinson. Ou bien, il aura une petite fille, prédisposition au cancer du sein. Et votre maman et votre grand-maman est morte d'un cancer du sein. Prédisposition. Ah, prédisposition, ça ne veut pas dire qu'elle va le développer. Et vous vous rendez compte de ce que ça veut dire aussi pour les familles. Ça veut dire, prédisposition, je vois comment ma maman ou ma grand-mère ont vécu ça, j'ai pas envie, même une prédisposition. Ah. Donc vous voyez bien qu'on peut marchander cette angoisse, ce doute, cette peur, et aujourd'hui c'est ce qui se fait très largement avec des profits financiers considérables, parce que quand une maman est comme ça, donc vous voulez avoir un enfant, non, je ne voudrais pas un enfant handicapé. Ah bon, voilà. Donc on est dans cette logique-là de l'enfant qu'on choisit un petit peu. Alors, s'agissant de la prise épidémique, qui est le sujet à nous, ça c'est exploité à fond, et vous savez qu'il y a un test systématique, dépistage systématique, généralisé de la prise épidémique pour toutes les femmes enceintes. Bon, c'est une machine infernale, je ne rentre pas dans le détail, mais qui fait au final que 96% des enfants trisomiques qui sont diagnostiqués avant la naissance sont avortés. C'est-à-dire que la médecine a réussi cet exploit d'éliminer complètement une population, pratiquement complètement, sous bannière médicale, parce que naturellement c'est médical. C'est médical, c'est médical. Donc, en fait, on dit à la maman, vous risquez d'avoir un enfant trisomique, ah ben je veux de la confirmation, alors on confirme, ah ben il est trisomique, ah ben on ne peut pas le garder, ah, voilà. Donc c'est une pathologie absolument infernale. Là, quand je dis ça, je ne jette pas la pierre aux femmes qui subissent, qui sont victimes de ce diagnostic en réalité. Parce que non seulement l'enfant trisomique en est victime parce qu'il ne survit pas, mais il ne survit pas parce qu'on le tue par l'avortement, mais je ne jette pas non plus la pierre aux mamans ou à la famille qui, la plupart du temps, se retrouvent dans une impasse, elles subissent une pression telle qu'elles ne voient pas d'autre issue que de ne pas donner naissance à cet enfant. Donc il y a des cas, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, la femme est victime de ce système et ne se rend même pas compte. Le monde médical, c'est beaucoup plus douteux. Il y a une pression médicale pour éliminer l'enfant handicapé. Trisomique 21. 97% des enfants handicapés handicapés mentaux, avec la trisomie 21, sont éliminés par l'avortement. Donc c'est l'élimination d'une population stigmatisée par son génome. Ça s'appelle de l'eugénisme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ce système fonctionne déjà assez bien, il est déjà assez performant, et qu'il est en train d'arriver à un nouveau test encore plus performant, qui va cibler de manière plus précise encore les enfants trisomiques. Voilà, c'est un test formidable, on va savoir absolument avec précision, et on est en train d'affiner un diagnostic qui ne laissera plus aucune chance, en fait, à l'enfant trisomique 21, avec des moyens techniques, et c'est ça qui est très difficile à comprendre, et à faire comprendre aux gens, avec des moyens techniques qui en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Cette nouvelle technique qui a été inventée il y a peu de temps permet de lire directement dans le sang de la maman qui est enceinte, dans son sang, pas avec la myosynthèse, dans le sang, cette prise de sang normale, dans la vasine, permet de lire déjà le génome de l'enfant qu'elle porte. Quand on y pense sur le plan intellectuel comme ça, ou
technique, c'est assez beau comme geste. De savoir qu'une maman garde toujours dans son sang, quelle que soit l'issue de sa grossesse, garde toujours une trace de l'enfant qu'elle a conçu, qu'elle a porté. Mais évidemment, analyser le génome de l'enfant pour savoir qu'il est trisomique 21 et puis dire à la maman, ça y est, de toute façon il est trisomique, vous pouvez y aller, ne le gardez pas, on vous en fait un autre, c'est pas possible, vous voyez, ça ne va pas. Or, ce test-là, il est en train d'arriver. Il y a un marché énorme dans le monde entier, qui est évalué, c'est un laboratoire américain qui fait ça, qui est évalué à 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars, vous voyez que c'est important. Et 1 milliard pour la France. Et on va dire aux gens, aux mamans, aux familles, c'est un progrès. C'est un progrès, vous voyez, c'est un progrès. Mais c'est un progrès bien sûr c'est un progrès technique, mais c'est un progrès technique qui est au service d'une organisation du visage qui, elle-même, n'est pas morale. Vous voyez, c'est très compliqué de montrer qu'il peut y avoir des progrès techniques qui sont intéressants, et ce progrès technique-là, il peut être utilisé pour le bien aussi. Parce qu'on pourra savoir très tôt, peut-être, que certains enfants attendus sont porteurs d'une pathologie qu'on pourra soigner et guérir. Et il est évident que l'avenir de la médecine sera de soigner l'enfant très tôt, y compris dès le sein de sa mère. Mais utiliser cette technique-là pour uniquement éliminer les personnes qui sont touchées par un gène ou un chromosome en plus, c'est évidemment tout à fait déplorable. Vous voyez, j'insiste bien pour vous montrer que c'est en train de devenir la norme. La naissance d'un enfant handicapé, aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est l'exception. Ce qui est la norme, c'est de ne pas donner naissance à un enfant handicapé. Et au fond, le discours que la médecine et la science tiennent à la femme, c'est de dire, écoutez madame, de toute façon, je présume que vous ne pourrez pas aimer cet enfant. C'est ça finalement que le médecin dit. Et les femmes devraient être conscientes de ce rapport de domination que le médecin établit vis-à-vis d'elles, finalement. Parce qu'on vous dit c'est une libération, choisir de... Attendez, le médecin, il vous dit quoi? Il vient vous voir, c'est un dominant, et la femme est une dominée, et le médecin lui fait comprendre qu'elle ne sera pas capable, qu'elle n'aura pas la force d'aimer ses enfants. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Toutes les femmes sont, par définition, capables d'aimer les enfants, bien sûr. Donc, on croit quelquefois que voilà, l'évolution, le progrès ont conduit à une libération de la femme, de l'homme, etc. C'est pas toujours vrai, et en l'occurrence, c'est vraiment un asservissement terrible, parce que finalement, repose sur la femme et sur la femme seule un choix impossible, un choix inhumain, un choix de tragédie grecque, si vous voulez, c'est-à-dire où la femme ne garde pas son enfant, accepte l'avortement et porte sur la conscience ce geste de l'avortement qu'elle portera sur la conscience toute sa vie. On peut en guérir. Il reste que c'est un geste qui pèsera sur sa conscience, même si elle peut le regretter, en être pardonnée, avoir une vie après et des enfants après ça. Il reste que c'est un geste qui marque la vie. Ou bien elle fait ce geste-là, ou bien elle donne naissance à un enfant handicapé dont tout le monde lui dit que cet enfant sera malheureux, et que cet enfant la rendra malheureuse et rendra la famille malheureuse et sera une charge pour la société. Donc dans les deux cas, cette alternative est une fausse alternative. Parce que la femme est toute seule à choisir de ne pas garder son enfant ou de le garder au risque d'être considérée comme une égoïste finalement, parce qu'elle met aussi à la charge de la société un enfant qui va coûter cher, parce qu'il sera obligé d'être soigné, pris en charge, etc. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que la technoscience aujourd'hui prétendument libératrice met sur les épaules de la femme seule. Je dis sur la femme seule, parce que légalement, l'homme n'a rien à voir dans cette affaire. C'est aussi un scandale, parce que les enfants sont souvent faits à deux, de moins en moins, mais quand même. Et donc, vous voyez, ce renversement de situation, avec des tests qui sont de plus en plus précis, et qui visent à l'exhaustivité. C'est nouveau, hein. On le voit aujourd'hui, un nouveau test qui arrive et qui déferle sur l'Europe actuellement. Ils visent l'exhaustivité, ils visent le profit. Ils visent le profit. La boîte américaine qui dit ça, dit c'est un mal nécessaire. Le dépistage de la trisomie 21 est un mal nécessaire et c'est rentable. C'est les deux arguments de la stratégie de cette boîte américaine. Ces arguments sont totalement immoraux. Enfin, bon. Et ça vise l'exhaustivité, et finalement la seule barrière, enfin, c'est terrible ce que je vais vous dire là, je ne sais pas si je devrais vous le dire, mais j'ai vu il n'y a pas très longtemps
un reportage il y a quelques mois sur Arte, sur la Deuxième Guerre mondiale, et qui rappelait un événement que je ne connaissais pas, qui était le suivant. Des médecins et des scientifiques allemands pendant la guerre, donc qui étaient nazis, étaient venus à Strasbourg examiner des cadavres de juifs qui étaient conservés dans des chambres froides, enfin dans des morgues à Strasbourg. Donc sur un plan scientifique, examiner ces cadavres pour voir quelles étaient les caractéristiques des juifs. Et la raison de cette mission qu'ils avaient faite, c'était d'être certain que quand ils mettaient en œuvre leur extermination des juifs, ils ne se trompaient pas. C'est-à-dire qu'ils avaient peur que d'une chose, c'était de se tromper et de tuer des non-juifs. Vous vous rendez compte? C'est une espèce de souci moral qui vient se mettre pas au bon endroit, exactement. Eh bien, pour la trisomie 21, c'est vraiment le sentiment qu'on a, puisque ces nouveaux tests sont présentés comme étant, parce que les tests précédents que j'ai décrits, ils se trompent. Bon. Et le souci qu'ils développent maintenant, en l'exprimant de manière positive, en disant, mais on ne se trompera plus, vous ne risquerez plus de perdre dans la synthèse un enfant qui aurait été normal. Quand on dit on ne tuera plus que des trisomiques 21, on les tuera tous. Donc vous voyez, bon, je vous dis ça parce que vous êtes capable de comprendre, mais c'est très difficile de dire ça en 3 minutes à un journaliste sur France Info à 8h15 du matin. Et c'est assez compliqué. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que cet eugénisme-là, eh bien, il repose sur des piliers qui sont facilement identifiables. Il faut retenir, c'est l'exhaustivité. C'est terrible, enfin, l'exhaustivité. 86% des gens qui sont éliminés, et au Parlement, pendant les débats de bioéthique, il y a un parlementaire socialiste, Olivier Dussopt, qui a dit, mais 86%, et les 4%, alors je disais, il y a quelqu'un qui ne fait pas son boulot, comment c'est qu'il me reste 4% qui ne sont pas tués, c'est incroyable, quoi. Bon. Donc le souci d'exhaustivité, le souci de recentrer sur la cible, qui est une caractéristique du génocide, et puis cette présentation de l'enfant trisomique comme étant un poison. Moi j'ai fait une émission avec le professeur Jean-Didier Vincent, qui est un allumé complet, et qui dans l'émission à France Inter, et qui a dit, mais les trisomiques sont... C'était une émission sur le test, le nouveau test. Il dit, mais il s'est emporté, il s'est mis en colère. Mais les trisomiques sont un poison pour les familles. Un poison. Alors, je comprends que, spontanément, on a plutôt envie d'avoir un enfant en bonne santé qu'un enfant atteint d'une pathologie ou d'un handicap. Mais dire sur France Inter, à une émission écoutée, les trisomiques sont un poison, c'est-à-dire que il n'y a même pas, oui, mais il y a des femmes qui doutent, qui ont peur, qui ne savent pas si. Non, les trisomiques sont un poison. Donc oui, c'est très violent dans la. Voilà. Je dis ça parce que c'est le deuxième, c'est un souci pour nous très important parce que la Fondation elle est là pour se battre pour les enfants trisomiques, non seulement pour les soigner, les accueillir en consultation, mais si jamais il n'en est plus du tout, et si jamais finalement on les extermine tout ça avant la naissance, ben nous on peut faire des boutiques. Alors nous on veut bien faire des boutiques, mais à condition qu'ils soient guéris, pas à condition qu'on ait fait disparaître les maladies, les malades, mais à condition qu'on ait fait disparaître la maladie. Quand la maladie aura disparu, il faudra une boutique. Mais on ne fait pas disparaître la maladie en faisant disparaître la malade, c'est évidemment une erreur de méthode pour nous. Et puis, troisième exemple que je voudrais vous donner, rapidement, qui est encore plus récent, ces 3 exemples-là, ils tiennent dans les 4 derniers mois. Hein. La loi sur l'embryon, ça a été voté en juillet. L'arrivée du nouveau test est prévue pour les mois qui viennent. Et puis, dernier exemple, l'avortement. L'assistance sur l'avortement par le gouvernement actuel, c'est de septembre. Hein. Donc, en 4 mois, il y a vraiment une attaque très forte, très en règle sur les questions de respect de la vie humaine. L'avortement, pourquoi? C'est une vieille histoire, parce que l'avortement a été autorisé il y a près de 40 ans. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, il y a une volonté l'avortement est aussi un droit par exception. La règle qui s'impose au pays depuis, encore une fois, que le monde est monde, c'est que la loi respecte l'être humain dès le commencement de sa vie. Voilà, c'est dans toutes les lois de tous les pays. Et puis, par dérogation, par exception, malheureuse, j'en conviens, mais ça ne reste qu'en théorie qu'une exception. L'acte de l'avortement, dans certains cas, est dépénalisé. C'est l'équilibre de l'avortement en France et dans beaucoup de pays du monde. Ce que veulent les socialistes aujourd'hui, c'est faire en sorte que ce droit de l'avortement ne soit plus une exception, mais soit un droit comme les autres. C'est-à-dire que ce soit le même droit que celui d'aller chez le médecin ou chez le coiffeur. Bon. Et c'est en fait extrêmement violent de faire en sorte qu'une dérogation qui porte atteinte au respect de la vie devienne une norme. Bon, déjà, quand c'est une exception, c'est pas satisfaisant. Mais si c'est une norme, alors vraiment, c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que le mal devient le bien.
le crime devient le droit. Et ça, Jean-Paul II utilise exactement cette terminologie-là dans l'Evangelium Vitae. Il dit, mais on est dans un monde où ce qui était un crime devient un droit, et ce qui était un mal devient un bien. C'est ça qui change fondamentalement les nouvelles menaces, vous voyez? Parce que des menaces contre la vie, il y en a eu toujours. Bon, des guerres, il y a eu toujours des gens qui ont été exterminés, battus, des pauvres qui ont été spoliés, malheureusement. Mais le pauvre restait, le bien restait le bien, le mal restait le mal. Là, c'est le contraire, si vous voulez. Exterminer les plus faibles devient un bien. Et c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Évidemment, tout ça nous donne l'impression d'un monde où le sacrifice humain, finalement, où le sang coule, et où le sacrifice humain retrouve une réalité. Une réalité. Ces vies sacrifiées, ces vies très jeunes sacrifiées, ça fait penser à un monde barbare, à un monde d'avant le christianisme. Et je reviens sur cette image du sang là, que vous avez évoquée tout à l'heure. La Fondation Jérôme Lejeune a été attaquée effectivement par ACT UP avec du sang. Ça ne nous a pas traumatisés parce que en réalité c'était du faux sang, bon voilà, mais il n'y a pas eu mort d'homme. Mais cette thématique du sang, elle est malsaine. Elle est malsaine et puis elle est très troublante pour nous qui faisons tout pour économiser le versement que le sang versé par les enfants handicapés, qu'il y ait trop de sang versé par les enfants handicapés. C'est vraiment notre vocation à nous, et on nous balance du sang sur les murs de la consultation. Enfin, c'est quelque chose d'assez glauque. Et je reviens sur cette thématique du sang et du sacrifice humain pour vous dire que nous sommes passés, avec cette perte de repères humanistes, dans une société où nous avions des références extérieures, où la morale sociale et politique avait une référence extérieure. C'était avant les Molières, c'était Dieu, c'était la loi naturelle, c'était la nature. Bon. Il y a ce qu'on appelait des références d'hétéronomie, une référence extérieure. Nous sommes maintenant dans un système d'autonomie. Notre morale est une morale autonome. Autonomie. Nous nous donnons nous-mêmes nos propres normes. Nous définissons ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est beau, ce qui est laid. Et puis nous définissons l'être humain, si on a le droit de le faire vivre, de le faire mourir. Et c'est un système qui est complètement différent, mais qui devient très arbitraire. Donc en évacuant Dieu et cette référence, évidemment, qui nous imposait des contraintes, parce que quand la référence était la loi divine, et que nous savions que nous étions enfants de Dieu, ça nous donne quand même une certaine garantie. Les enfants de Dieu, on ne touche pas comme ça quand même. Hein. Bon. Maintenant, ça n'existe plus. L'être humain n'est plus rien. Et donc, cette protection n'existe plus. Et il y a une très grande fragilité du coup de l'être humain qui est soumis à des quantités de petits dieux, de petites idoles qui remplacent Dieu. Parce qu'on a dit, on a évacué la référence de la loi divine, mais Dieu, la nature a horreur du vide, et on a remplacé Dieu avec un grand D, avec un D majuscule, par des quantités de petits dieux. Vous savez dans l'histoire à quel point ces petits dieux avec un D minuscule, que ce soit la nation, la race, l'histoire, la lutte des classes, la science, le progrès, à quel point ces petits dieux ont été des dieux assoiffés de sang. Il y a un livre d'Anatole France, je crois, qui s'appelle Les dieux ont soif. Les dieux ont soif, les petits dieux avec un D minuscule ont soif, ils ont soif de sacrifice humain. Et c'est à ça qu'on les reconnaît, les petits dieux, ceux qui ne sont pas la référence divine de Dieu, de notre Dieu à nous, du Dieu des chrétiens, c'est qu'il y a des quantités de dieux auxquels on sacrifie, qui sont des dieux qui sont assoiffés. C'est à ça qu'on les reconnaît. Dans l'histoire, ça a toujours été des tragédies sanglantes. Et nous sommes aujourd'hui dans ce type de tragédie moderne, hyper soft, parce que tout ça se fait en gants blancs, en chaussons et en blouse, donc, et avec une onction démocratique qui passe, si vous voulez. Et derrière, il y a un véritable enjeu, et encore une fois, cette terminologie de guerre, elle est bienvenue, on la trouve assez rarement sous la plume des journalistes, mais elle est évidemment la bienvenue parce que c'est une guerre de la culture de vie contre la culture de mort. Et je termine juste, pour ne pas rester sur une impression somnolente, par une citation que j'ai trouvée chez un auteur que j'ai découvert. Je pense que les pères ici le connaissent, et pour moi c'était une découverte. J'étais troublé par cette affaire du sang, et j'ai trouvé une citation, c'est de Monseigneur Vladimir Jika, ça vous dit quelque chose? G-H-I-K-A.
Ah, bien, bien, bien. Merci, Bernard. Il y aurait un bon point. Et on prononce comment? Jika ou Jishka? Je ne sais pas. Bon, enfin, c'est G-H-I-K-A. Pour dire juste un mot. C'est important parce que c'est un prince roumain, orthodoxe, qui est né à la fin du XIXe siècle, qui s'est converti à la religion catholique romaine, qui a été ordonné prêtre dans le diocèse de Paris, qui est retourné après ça en Roumanie avant la guerre, en 1939, il a passé la guerre en Roumanie. Après l'arrivée des communistes au pouvoir, il a été arrêté par les communistes, torturé par les communistes, jugé par les communistes, mis au cachot par les communistes et tué par les communistes. Et parmi les tortures qui ont été infligées, il avait 80 ans quand il était en prison, ils l'ont pendu 100 fois. 100 séances de pendaison. Et puis il est fini par mourir d'épuisement après. Et il a été béatifié en Roumanie le 31 août dernier, 2013, sous le pontificat du pape François. Et cet homme était un homme d'une exquise culture, grande famille aristocratique roumaine, et il était un maître des phrases courtes, des maximes, je cherche le mot là, des aphorismes. Voilà. Et alors, sur le sang, il y avait une très belle, je termine là-dessus parce que c'est pratiquement de circonstances liturgiques, en tout cas pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Il disait: le sang tache toujours. Seul le sang qui rachète ne tache pas, bien plus il lave même jusqu'à l'ineffaçable. C'est beau, hein? Enfin, ça mérite d'être. Mais il lave jusqu'à l'ineffaçable, il lave. Seul le sang qui rachète lave, et lave jusqu'à l'ineffaçable du péché originel, c'est ça que ça veut dire. Donc, mais le sang tâche toujours. Seul le sang qui rachète ne tâche pas. C'est beau, hein? Bon. Et voilà, tout ça pour dire que dans les mois qui viennent, nous allons vivre la période qui prépare au mystère de l'incarnation, et que le mystère de l'incarnation, c'est le mystère du début de la vie, et qu'on ne peut pas être chrétien si on n'est pas attentif au début de la vie, parce que ça veut dire qu'on n'est pas attentif au mystère de l'incarnation, que notre vie chrétienne, que la religion chrétienne, elle est née au moment de l'incarnation. Et donc, un chrétien ne peut pas porter atteinte au début de la vie, au risque de ne plus rien comprendre à ce qu'il est lui-même. Voilà, je suis désolé d'avoir été un peu rapide, un peu juste et un peu complexe.